Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 mai. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant le bac. L'heure est donc aux révisions, notamment pour ces triplés pour qui l'étape est 3 fois plus importante. Cet été, la Vendée sera-t-elle sous contrôle? En tout cas, plus de 600 policiers et gendarmes sont attendus en mer, sur la côte et sur les routes. Le point dans ce journal. Il aime les fleurs, il aime la cuisine. Eh bien, Michel Pelé a réuni ses deux passions dans la marmite. Rencontre avec ce cuisinier plein de couleurs, vous le verrez. Dans un mois, le bac 2015 sera lancé. Il reste donc moins de 30 jours pour les révisions. La plupart des quelques 6000 candidats vendéens aient donc la tête dans ces fiches. C'est le cas du moins pour Simon, Alexis et Romain. Ces 3 jeunes vendéens sont frères et surtout triplés. Les révisions se déroulent donc en famille. Alix Lanos les a d'ailleurs retrouvés au milieu de leur cahier. Là, pour le calcul d'air, la formule, je ne sais pas s'il faut la mettre ou pas. Autour de la table, l'ambiance est studieuse. Simon, Alexis et Romain sont triplés. Et le bac, comme toutes les grandes étapes de leur vie, c'est tous les 3 qui le préparent. Ça nous booste, on a plus de pression, on se dit que faut absolument qu'on ait notre bac, quoi. Ça serait difficile de se dire qu'il y en a un qui l'est pas et que les autres y l'aient, quoi. Il y a un esprit de solidarité entre nous. Donc on révise surtout les matières générales parce qu'après on a quand même chacun sa spécialité. En effet, les 3 frères ont pris des orientations différentes. Si Romain est plutôt à l'aise en histoire, ce n'est pas forcément le cas de Simon. Et avec une telle ressemblance physique, difficile de ne pas rêver d'envoyer son frère passer certaines épreuves à sa place. Ah ouais, sur l'histoire, ça m'arrangerait bien, mais bon, s'il se trompe après, c'est moi qui en subirai les conséquences, donc je préfère quand même garder ma place. En tout cas, pour eux, c'est sûr, être triplé est une vraie force. Et même s'ils admettent une petite forme de compétition, les 3 garçons se sont toujours soutenus pendant leur scolarité. Quand il y en a un qui a des difficultés, on est soit en l'aide ou on se met même à 2 pour l'aider. On s'entraide vraiment pour que tout le monde réussisse ensemble, quoi. Pour leurs parents, le bac, c'est également une sacrée organisation. Romain le passera à Angers, Simon aux Herbiers et Alexis à La Roche-sur-Yon. Annie, leur maman, a posé une semaine de vacances pour emmener ses fils aux épreuves, les dernières qu'ils passeront ensemble. Mais même s'ils n'envisagent pas les mêmes études supérieures, les triplés ont en revanche déjà dans la tête de monter leur entreprise, tous les 3. Et avant ça, précisons que le bac débutera le mardi 17 juin pour une semaine d'épreuves et les résultats seront ensuite affichés le mardi 7 juillet avant les éventuels rattrapages le vendredi 10 juillet. Et la saison estivale se prépare, elle aussi, du point de vue touristique, bien sûr, mais également au niveau de la sécurité. Plus de 600 renforts sont déjà annoncés pour les 2 mois de l'été, sur le littoral, bien sûr, mais également en mer et sur les routes. Le dispositif a d'ailleurs été présenté par le préfet de la Vendée et le préfet maritime. Le point avec Aurélia Horner et Samuel Grasset. Pour la première fois, des policiers venus d'Allemagne patrouilleront cet été sur le littoral vendéen, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Mont. Des interlocuteurs privilégiés pour les nombreux touristes allemands. La police déploiera aussi sur la côte vendéenne des CRS maîtres nageurs sauveteurs. Côté gendarmerie, 64 gendarmes mobiles et 2 cavaliers supplémentaires, auxquels s'ajoutent 90 gendarmes et réservistes du département. Des forces de l'ordre mobilisées plus tôt que l'an dernier, dès le 1er juillet, et qui mèneront des actions de prévention. Directement dans les campings, et évidemment aussi tout ce qui est de la prévention des conflits entre personnes, notamment à la sortie des établissements de nuit. Pour la sécurité en mer, plus d'1 millier de pompiers seront mobilisés cet été, avec là encore des renforts saisonniers et une centaine de sauveteurs. L'an dernier, sur la façade atlantique, 19 baigneurs, plaisanciers et plongeurs étaient décédés. Nous avons de plus en plus de pratiques de loisirs en mer, c'est une très bonne chose. Certaines sont plus dangereuses que d'autres. Vous citiez le paddle, c'est une pratique qui présente des risques et nous sommes donc particulièrement vigilants. Mobilisation aussi sur le bord de la route avec des gendarmes mobiles et des renforts de motards pour les opérations de contrôle des automobilistes. Depuis le début de l'année, Olivier Loiseau a dû licencier
4 de ces 37 salariés en cause, les lourdeurs administratives ou encore la complexité juridique. Et ce Vendéen vient donc d'écrire une lettre au président de la République pour l'interpeller directement sur le choc de simplification promis il y a quelques mois par le chef de l'État. Et depuis le courrier, ce dirigeant de PME n'en finit pas de faire la une des médias. À l'occasion d'aller à sa rencontre, reportage de Pierre Dalicieux. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager... Depuis une semaine, Olivier Loiseau enchaîne les interviews et demandes de reportages des plus importants médias nationaux. Et tout a commencé avec une lettre ouverte à François Hollande, publiée dans cette revue de professionnels. Une lettre qui a eu un écho plus important que prévu. Le Monde d'abord, après France Inter, RMC, Radio Loire-Océan, France 2, la télé France 2, France 3, TF1 est passé en premier, mais bon, il y a eu d'autres priorités qui ont fait qu'on n'a pas vu sur TF1. Peut-être qu'on le verra cet après-midi, mais bon, après... Vous êtes un habitué maintenant. Un emballement médiatique que ce petit patron vendéen n'avait pas prévu. Mais s'il se dit un peu secoué, il ne regrette rien. L'objectif pour lui, faire passer son message au plus haut niveau de l'État. Il y a une avancée, ça c'est clair qu'on aura fait ce que nos parents nous ont appris à faire et ce qu'on a toujours fait de génération en génération. C'est de faire avancer les choses, ne pas brailler pour dire on fait rien, mais brailler pour agir, entre guillemets, pour avancer. Cette semaine, certainement la plus médiatisée de l'histoire de cette entreprise familiale centenaire, n'a pas dû rassurer les salariés qui la savent en difficulté. Il a donc fallu pour la direction mettre les choses à plat. Le retour avec les salariés, on n'en a pas encore parlé sur comment ils l'ont vécu. Voilà. Nous, on a fait en sorte de les rassurer, que c'était pas pire qu'avant, voilà, mais que d'un seul coup, la communication a pris une ampleur plus forte et que voilà. Aujourd'hui, toujours pas de réponse de l'Élysée, ni même d'ailleurs, mais peu importe, ce patron aura mis sa profession en avant pour une semaine au moins. Et de leur côté, les éleveurs attendent également une réponse. Souvenez-vous, il y a une semaine, ils avaient bloqué les abattoirs en Vendée et un peu partout en France. Certains d'entre eux avaient même rencontré le ministre de l'Agriculture pour dénoncer leur situation, puisqu'aujourd'hui, leur prix de production est supérieur au prix de vente. Conséquence logique, ils perdent de l'argent. Alors la situation a-t-elle évolué en 7 jours ? Karl Laboureux est allé rencontrer l'un de ces producteurs de viande. Pas de nouvelle baisse, mais pas d'augmentation non plus. Une semaine après la table ronde organisée par le ministère de l'Agriculture, le prix de la viande bovine payée aux producteurs n'a pas évolué, malgré la revendication des éleveurs qui demandent une revalorisation du prix du kilo de 60 centimes. 60 centimes par kilo, soit 270 € par animal. C'est ce qui leur manque aujourd'hui pour assurer l'équilibre. Cette bête en fin d'engraissement va nous être énumérée 3,60 kg. Pour que je rentre dans mes frais, il faudrait que je la vende de 4,20 € kg. Un coût de production supérieur au prix de revient. En 30 ans d'activité, Richard Mallet n'a jamais connu une telle situation. L'agriculteur est à la tête d'un élevage de 370 bêtes qui, depuis quelques mois, lui coûte plus qu'elle ne lui rapporte. L'exploitation vient ainsi d'enregistrer une perte de 40 000 €. À un moment ou l'autre, il y aura le crash et ça ne peut pas durer éternellement. Et si on n'a pas une revalorisation dans les mois à venir, c'est clair qu'on ne pourra pas s'en sortir. Venez là, mes belles. Richard Mallet, lui, pourra encore s'appuyer sur sa trésorerie jusqu'à fin juin. Mais d'autres éleveurs, surtout les jeunes, n'auront pas les ressources nécessaires. Alors d'ici là, le bras de fer avec les abattoirs risque de reprendre et de s'amplifier. Personnel moral, et on est au bord dans certaines situations, ils sont au bord de la détresse, je dirais presque je sais mal le redire, mais du suicide. Les gens, je veux dire, sont prêts à laisser leur travail, même leur travail, même il va y avoir les foins. J'ai vu certaines personnes, même ils m'ont dit on va laisser le foin tomber, on va laisser même si on n'a pas tout fini de semer, on arrête, mais c'est-à-dire on bloque principalement, on va bloquer les abattoirs parce qu'on est rendu à un tel point qu'on peut pas, on ne voit pas le jour. Donc, voilà. Une réunion est programmée vendredi matin à La Roche-sur-Yon. Les éleveurs et responsables FDSEA pourraient ainsi décider de mener de nouvelles actions dès ce week-end.
Et tandis que certains se battent pour les prix, d'autres défendent les produits locaux. Aux Herbiers, une vingtaine d'agriculteurs vient de signer la charte de l'agriculture durable, une charte qui permet de valoriser leur production. Alors concrètement, il faut d'abord répondre à plusieurs critères, comme celui de ne pas utiliser d'OGM. Si le producteur remplit ces conditions, il peut obtenir ce label. Mais la communauté de communes tient à souligner qu'il ne s'agit pas d'une simple opération de communication, mais bien d'inviter le consommateur à acheter les produits de qualité de notre département. Ce n'est pas simplement une communication, c'est des vraies pratiques. C'est-à-dire qu'avec cette signature et avec cette campagne de communication, c'est un appel qu'on lance à la population en disant si vous voyez le logo charte durable sur les produits, ça veut dire que c'est des produits qui sont fabriqués tout près de chez vous et ce sont des produits de qualité qui répondent à un certain nombre de critères. On va se pencher à présent sur le phénomène de la cigarette électronique. Samedi, l'une d'entre elles a explosé dans les mains d'un jeune fumeur à Nantes. Il semblerait que celui-ci l'avait rechargée avec une batterie de contrefaçon. Mais au-delà de ce fait divers, qu'en est-il du marché ? 7 ans après l'arrivée de cette cigarette en France, les ventes s'essoufflent-elles ou continuent-elles de s'enflammer avec plus de 15 millions de fumeurs en France ? Le point avec Grégoire de Châtillon. Allez, 5 €, merci. Même si la Fédération interprofessionnelle de la vape, la FIVAP, annonce en moyenne pour l'Hexagone une cinquantaine de fermetures chaque mois, ici, à La Roche-sur-Yon, on n'est pas plus inquiet que ça. On a une très jolie progression. Là, pour l'instant, ça stagne parce que dans tout commerce actuellement, voilà, c'est un petit peu chaotique. Donc, on ne sait jamais demain, voilà. Mais c'est stable. Pour la FIVAP, après avoir explosé en 2013, le marché est en train de se stabiliser, de se consolider. C'est ce que reconnaît d'ailleurs Clotaire Brunet, le gérant de la clopinette des flâneries. Je ne pense pas que ce soit un marché qui va s'essouffler, c'est un marché qui est en train de se structurer en tout cas. Comme on a connu d'autres marchés un peu similaires qui ont besoin de se structurer à un moment donné. Aujourd'hui, les clients sont déjà équipés. Ce qui compte alors, c'est la fidélisation et aussi l'évolution du marché. Daniel Santerre, lui, est indépendant. Il a seulement ouvert sa boutique il y a 2 mois et il y croit fort. Au jour d'aujourd'hui, on se heurte à une clientèle qui a essayé il y a 2 ans avec du matériel qui était ce qu'il était, qui était très bien, qui nous a aidé à sortir du tabac, sauf qui était la préhistoire de la vape. Donc on se heurte à plein de gens qui nous disent « j'ai essayé, ça ne marche pas », c'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on est sur des nouveaux produits, sur des techniques qui sont beaucoup plus performantes. La Roche-sur-Yon, c'est 4 boutiques de cigarettes électroniques pour 60 000 habitants. Ce sont les grandes villes qui souvent ont eu les yeux plus gros que le ventre et qui ont été touchées par de nombreuses fermetures. On le dit souvent, le lien avec les animaux peut permettre de grandes choses. Eh bien, jeudi, 2 sites équestres organisent des portes ouvertes pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit des écuries de la Boissière des Landes et la ferme équestre de la Tuilerie à Sainte-Gemme-la-Plaine. Cette journée sera l'occasion de mettre en avant l'équihandi, une pratique adaptée aux handicaps physiques et mentaux, puisque le cheval apaise et calme les personnes en situation de handicap, des personnes souvent très sensibles. Et demain, nous vous proposerons d'ailleurs un reportage sur le sujet tourné aux écuries de la Boissière, où l'activité existe depuis plus de 6 ans. Vous en découvrez d'ailleurs quelques images. Et précisons qu'en Vendée, 6 clubs dispensent l'équihandi. Comme souvent dans ce journal, la rédaction de TV Vendée vous propose d'aller à la rencontre d'un passionné. Aujourd'hui, portrait d'un homme qui aime le jardinage, les fleurs et la cuisine. Michel Pelé a donc décidé de fleurir sa cuisine, à moins que ce ne soit l'inverse. Quoi qu'il en soit, Aurélia Horner l'a retrouvé chez lui, près de ses fourneaux et de son jardin. Passionné de cuisine, c'est dans son jardin que Michel fait son marché. Ça, c'est de la mertensia. Donc la plante qui a goût de mer, goût d'huître. Un très bon cru et haché finement sur une poêlée de Saint-Jacques, sur des filets de poisson à cru. Hein. Et c'est très très bon, c'est très fin. C'est-à-dire qu'on a le goût de l'huître sans avoir l'huître à manger pour les gens qui ont du mal à manger les huîtres. Il y a une vingtaine d'années, Michel se met à travailler avec les algues. Aujourd'hui, ce sont les fleurs, la particularité de sa cuisine. J'ai vu un jour par exemple des glaces à la lavande. Des choses comme ça, je n'ai pas de secret, il faut que je fasse ça.
En travaillant les cucurbitacées, je me suis intéressé aux fleurs des cucurbitacées, mais il y en avait d'autres. Il y a plein de choses, il y a le souci qui est le calendula, il y a plein de choses comme ça. Les fleurs, c'est la base des médicaments, donc on peut aussi s'en servir en cuisine pour plein de choses. Mariage des couleurs, des parfums et des propriétés. Michel manie les fleurs tel un jardinier dans un but avant tout gustatif. J'enlève les petites pointes blanches parce qu'il y a un peu d'amertume dans les pointes. Ce matin au menu, tartelette aux fleurs, sucrées et salées, et beignets d'acacia et de sureau. Confiture de pétales de rose, coquelicots, fleurs de giroflée sont quelques-uns des ingrédients utilisés. Pour que les tartes soient beaucoup plus jolies, on mélange un petit peu les parfums et les couleurs, c'est plus sympathique. Pour découvrir et apprendre la cuisine de Michel, celui-ci anime des ateliers une fois par mois au potager extraordinaire. Une manière de partager sa passion. Et le temps de demain devrait être parfait pour cette cuisine fleurie. Le matin, vous pourrez profiter des très belles éclaircies pour votre cueillette. Et puisqu'au fil des heures, les nuages seront de plus en plus présents, ce sera l'heure pour vous de rentrer et de cuisiner. Voilà donc le programme de ce jeudi 21 mai. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus sur le menu. Et c'est avec cette note fleurie que se termine le journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.